Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir, il est 18h. À la une, l'affaire du Boeing 767 d'Ethiopian Airlines qui a connu des défaillances techniques après son décollage de l'AIBD. Le directeur général de l'IMAC, AIBD Souma, apporte des précisions sur ce qui s'est passé. Le pilote était même obligé de faire demi-tour pour poser l'appareil. L'incident est survenu hier et Xavier Marie informe que les passagers qui étaient à bord vont être réacheminés ce soir à bord d'un autre vol. Ce crash évité de justesse est loin en tout cas de connaître son épilogue. Un expert en aviation indique les procédures à suivre pour tirer cette affaire au clair. C'est acquis, le deuxième avion de la compagnie Air Sénégal, le A330 Neo, sera à Dakar dans quelques jours, peut-être même avant le 15 octobre prochain. Une annonce du patron d'Airbus Afrique et du Moyen-Orient. Michael Ouari souligne qu'il appartient aux autorités sénégalaises de fixer la date de livraison. La cacophonie s'installe à l'IPRES. Le conseil d'administration vient de désigner Cheikh Gueye comme directeur général par intérim. Il est le secrétaire général de l'IPRES, une décision du conseil d'administration, alors qu'officiellement, Amadou Lamine Dieng fait office de directeur général. Il n'a toujours pas été démis malgré les contestations. Le sport, c'est l'affaire de Seydou Nourouba. À la une, les demi-finales du tournoi de l'UFOA, Sénégal-Mali, coup d'envoi à 20h. Match à suivre en direct sur cette antenne de la radio Futur Média. Yonotol, comme chaque mercredi, nous serons avec Mamadou Amardion. Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, dans le débrief de ces 18h. Avec lui, nous allons évoquer la question du rapatriement des dépouilles des Sénégalais qui décèdent à l'étranger. Le prétexte, l'affaire Cheikh Anta Seck, un jeune de 33 ans tué en France. Sa famille sollicite l'aide des autorités pour le rapatriement du corps. Amadi Ndiaye assure la technique, mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cet accident de la circulation à hauteur de Tiabar. Tiabar, c'est un quartier de Richard Toll. Un bus de transport du personnel de la compagnie sucrière sénégalaise a mortellement fauché un conducteur de moto Jakarta. Un crash évité de justesse. Le Boeing 767 d'Ethiopian Airlines a connu des défaillances techniques quelques minutes seulement après son décollage de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Xavier Marie, le directeur général de l'IMAC AIBD Souma, apporte des précisions sur ce qui s'est passé. Il annonce que les passagers qui étaient à bord seront réacheminés ce soir à bord d'un autre vol. Nous l'écoutons. Alors je n'ai pas démenti, j'ai simplement dit de manière très factuelle ce qui s'est passé. Un Boeing 767 d'Ethiopian Airlines a décollé de Dakar hier matin aux alentours de 8h30. Après son décollage, il a subi un feu moteur. Donc le feu moteur a été maîtrisé par l'équipage. Le commandant de bord a éteint l'incendie avec le système d'extinction de l'avion et ensuite a fait demi-tour pour se reposer sur l'aéroport. Ce qu'on appelle un QRF dans notre jargon. Donc nous avons entendu des choses qui ne reflètent pas la réalité et nous le déplorons car nous sommes vraiment très heureux du dénouement de cet accident. Malgré le feu, grâce à la maîtrise et au sang-froid de l'équipage et grâce au professionnalisme des équipes qui sont sur l'aéroport, le contrôle aérien, les pompiers mais aussi les équipes d'assistance et du gestionnaire. Tout s'est bien passé pour sauver cet appareil et préserver les 90 vies qui étaient à bord. Ensuite, les passagers ont été pris en compte et en lien avec la compagnie éthiopienne, ils ont été soit réacheminés dans l'après-midi par d'autres vols, soit ils vont reprendre un avion aujourd'hui, je pense, après avoir séjourné à l'hôtel. Une enquête est en cours et ce sera Ethiopian Airlines qui pourra répondre à cela. Xavier Marie, le directeur général de l'IMAC AIBD Souma, au micro de Cheikh Anta Diop. En tout cas, les procédures à suivre après l'incident du vol d'Ethiopian Airlines. Les pilotes vont produire un rapport d'analyse, lequel va conduire à l'ouverture ou non d'une enquête. Et le cas échéant, elle sera conduite par le bureau d'enquête et d'analyse du Sénégal en collaboration avec l'état d'immatriculation de l'appareil et le constructeur. Les explications du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, Magaï Maramdaou, joint par Georges Déthié-Diop. À l'heure actuelle, il faut d'abord terminer l'analyse de cet incident, mais il semblerait que c'est le capot de la tribune du moteur 3 qui a dû avoir quelques difficultés. Donc en pareille situation, les pilotes appliquent ce qu'on appelle les procédures d'urgence qui sont prévues. Donc c'est des incidents qui arrivent
dans toutes les exploitations de compagnies aériennes. L'annexe 13 à la Convention de Chicago, qui a été repris dans nos règlements aéronautiques, appelé règlement aéronautique numéro 13 du Sénégal, définit les notions d'accident et d'incident. Donc pour le moment, on peut dire que c'est un incident qui pourra être qualifié après l'analyse. Ce qu'il faut noter, c'est qu'une analyse en tout cas sera faite où ça dépendra, même si enquête il devrait y avoir, c'est une enquête qui devrait être menée par le bureau enquête accident en relation avec l'état d'immatriculation et l'état d'exploitation. Je rappelle que pour cet avion, c'est un avion qui est sous la responsabilité de l'État d'Éthiopie, donc qui est le pays d'immatriculation et le pays d'exploitation. Lorsqu'il y a analyse ou enquête selon le cas, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire il y a d'abord le pays d'occurrence, là où l'accident ou l'incident s'est produit. Ensuite, il y a les pays d'immatriculation qui peut être différent du pays d'exploitation. Cette fois-ci, c'est le cas. Il y a le constructeur également, parce que l'aviation a avancé à la suite de l'analyse et de l'exploitation des enquêtes d'analyse et d'accident. Magueye Maram Daou, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. La compagnie Air Sénégal va bientôt disposer d'un deuxième avion. Le A330 Neo est attendu dans quelques jours à Dakar, selon le patron d'Airbus Afrique et du Moyen-Orient, Michael Ouari, ajoute qu'il appartient aux autorités sénégalaises de fixer la date de livraison. Il a par la même occasion démenti la rumeur selon laquelle le financement pour l'acquisition de ce nouvel appareil n'a pas été bouclé. Nous l'écoutons avec Khadim Baye, notre correspondant au Maroc. Nous sommes en liaison permanente avec nos amis du Sénégal et que, pour être très clair, c'est eux qui définissent la date exacte en fonction de la manière dont ils souhaitent nous accueillir. Et j'ai cru comprendre que nous recevrions pour cette deuxième livraison un accueil absolument extraordinaire. Non. À mon sens, au niveau où je suis, je n'ai pas eu d'écho qu'il y avait des problèmes, etc., qui puissent être à même de retarder la livraison. Non, je peux vous dire que la livraison est une question qui se discute avec nos amis et c'est eux qui définissent la date. D'accord. Donc c'est pas nous qui leur disons que on peut pas livrer. C'est nos amis du Sénégal. On était encore en relation avec eux hier, pour être très clair. C'est nos amis du Sénégal qui définissent la date exacte de livraison. Michael Aroui, le patron d'Airbus Afrique et du Moyen-Orient, des propos recueillis au Maroc par notre correspondant Khadim Baye, 18h08. RFM, la radio de toute l'actualité. La tristesse après le choc chez la famille Seck de l'unité 19 des Parcelles Assainies, cela fait suite au meurtre de leur frère Cheikh Anta Seck d'Issidi. Il a été poignardé à mort à Brive, c'est en France. Ses proches sollicitent l'aide des autorités sénégalaises pour le rapatriement de sa dépouille. Vous avez suivi lors de nos précédentes éditions le reportage de Anna Rocha. Justement, on parle de cette question dans le débrief, le rapatriement des dépouilles des Sénégalais qui décèdent à l'étranger. Nous serons avec le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Très attendu, la réunion du conseil d'administration donc de l'IPRES qui se poursuit. Donc, notez que la cacophonie s'est installée. Le conseil d'administration vient de désigner Cheikh Gueye comme directeur général par intérim. Il est le secrétaire général de l'IPRES. C'est donc une décision du conseil d'administration de l'IPRES qui se réunit à l'instant. Nous y reviendrons bien sûr lors de nos prochaines éditions. En tout cas, cette situation qui prévaut plutôt à l'IPRES ne laisse pas indifférents les retraités. Si pour certains, l'État doit se retenir de la gestion de l'institution, d'autres soutiennent le contraire. Un reportage signé Koumba Sandiane Faye. À la direction de la solde, pas l'ombre d'un retraité. De là, nous nous rendons à la direction annexe CISO.E où sont traités les dossiers des retraités. Sur place, difficile de faire parler les quelques-uns sortis des lieux. La soixantaine croisée sur son chemin. Il est un ancien employé de la Sotrac. Moi, je m'appelle Abou Sissé. C'est encore jusqu'à présent la décision qu'on avait prise lors du conseil d'administration, c'était de payer les retraités au plus tard le 5. Jusqu'à présent, nous n'avons rien perçu. Nous sommes vraiment les plus fatigués. Jusqu'à présent, nous percevons des miettes et on nous paye tardivement. Ce n'est pas normal. La situation à l'IPRES ne le laisse pas indifférent. Pour les retraités, ce climat tendu est dû à des manœuvres
politicienne. On a accusé le directeur de détournement tout récemment. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Et ces polémiques-là, c'est des politiciens. Et que ceux qui sont censés prendre en charge les dossiers des retraités ne sont là que pour leurs propres intérêts. Mais l'essentiel, c'est de penser aux retraités et de refaire les salaires. Nous sommes fatigués. Si pour certains retraités qui n'ont pas voulu se faire enregistrer, l'État doit tout faire pour redresser les presses. C'est tout le contraire pour cet ancien de la Sotrac. Pour lui, l'État doit se retirer de la gestion de l'institution. Moi, je crois que c'est le conseil d'administration qui doit nommer un directeur. Et oui, cette polémique donc qui entoure la nomination du directeur général de l'IPRES. Je rappelle que le conseil d'administration qui se réunit à l'instant vient de désigner Cheikh Gueye, le secrétaire général, comme directeur par intérim. Nous y reviendrons bien sûr. 85% des pèlerins pour le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, prennent le privé, soit 11 000 sur les 13 000. 7 points donc ont fait l'objet d'une évaluation au cours de la journée de réflexion organisée par le regroupement national des organisations privées pour le Hajj et la Oumma au Sénégal. Compte rendu Fatou Matali. Unicité entre le regroupement national des organisateurs privés pour le Hajj et la Oumra au Sénégal, le Renofus et la direction générale au pèlerinage, c'est le souhait des acteurs. Pape Ousmane Sey, secrétaire permanent de la délégation générale. Une seule famille, c'est la famille du pèlerinage. Cette communauté, comme toute communauté, rencontre des difficultés, des problèmes. Il y a souvent des contentieux entre les privés, des contentieux entre les partenaires avec qui nous travaillons. Mais nous, depuis 2016, nous avons privilégié le dialogue et la concertation. Déjà, un partenariat est né entre le Renofus et la délégation générale au pèlerinage. Mais cette dernière souhaite plus d'implication dans les émissions évaluatives. Moussa Diong, président du Renofus. Ce que nous attendons effectivement de la délégation générale, c'est une collaboration. C'est que la délégation générale est là pour tout. Là, c'est le deuxième point, parce que l'année dernière, d'habitude, quand la mission partait en évaluation en Arabie Saoudite, il y avait une délégation des privés. Mais l'année dernière, il n'y avait pas de représentant des privés au niveau de cette mission. Et comme la mission est très importante, parce qu'à l'issue de cette mission, il y a un procès verbal qui est signé entre le ministère du Hajj saoudien et la délégation générale. C'est ce procès verbal-là qui reprend tous les fondements et modalités pour l'organisation du pèlerinage. Donc, on a besoin d'être représenté au niveau de cette mission-là. À l'issue de cette rencontre, le Renofus recommande la baisse du billet de voyage pour le pèlerinage en tenant compte des prix pratiqués par les compagnies régulières et la résolution à temps du prix des visas des étrangers résidant au Sénégal. Fatima Tali, en plus bref, le secrétariat exécutif national du Parti socialiste qui se réunit à l'instant, une réunion élargie aux élus nationaux, députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. L'ordre du jour porte sur la vie du parti, la vie politique nationale, mais également sur les perspectives. Et c'est Aminata Mbengue Ndiaye, la première secrétaire générale, donc adjointe du PS, qui préside la rencontre. Nous y reviendrons avec Abdoulaye Diop, notre reporter qui suit tout cela pour nous. L'Assemblée nationale en plénière vendredi. L'ordre du jour porte sur l'audition du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA du titre foncier 1451R et l'examen de la proposition de loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les appels à manifester en tout cas devant l'Assemblée vendredi n'engagent pas le parti PASTEF. Et là, ce sont les précisions de l'administrateur du parti d'Ousmane Sonko, Biram Souleyman Diop, que vous avez entendu lors de nos précédentes éditions. Et puis, à 18h14, une courte pause et la suite. RFM 94.0, la radio en puissance. 80 relais communautaires vont mener 160 causeries pour atteindre 4000 femmes et les sensibiliser sur les droits à l'accès à la justice, l'initiative et de la synergie des organisations de la société civile pour l'élimination des violences basées sur le genre. Djouma Diouf. Afin de lutter contre les violences faites aux femmes, la synergie des organisations de la société civile pour l'élimination des violences basées sur le genre a mis en place un projet d'amélioration de l'aide juridictionnelle et l'accès à la justice des femmes. Penda Seck Gueye, coordonnatrice nationale de la synergie. C'est un projet appuyé par UNIFEM et qui va se dérouler dans les localités les plus éloignées, dans les localités les plus enclavées. Ce projet sera tenu à Pékin, à Guédiawaye, à Rufisque et à Kolda. Et ce sera mené en termes de sensibilisation
d'information et de dialogue avec les communautés à la base. Pour mener à bout son projet, la synergie compte s'appuyer sur différents leviers. Relais communautaires vont intervenir dans les localités ciblées. Nous aurons à former 80 relais communautaires en totalité qui vont mener 160 causeries et toucher plus de 4000 femmes à travers les causeries, mais également à travers les dialogues communautaires. Des émissions radio également et télévisuelles seront organisées pour amplifier la voix des femmes pour l'accès à la justice et l'amélioration de l'aide juridictionnelle. La synergie des organisations de la société civile pour l'élimination des violences basées sur le genre et une coordination de 35 organisations de la société civile. Elle œuvre pour faire entendre les femmes victimes de violences qui n'ont pas eu accès à la justice. Djouma Diouf, et puis nous parlons du 3e salon de l'orientation et de l'insertion et de l'entrepreneuriat. La rencontre ouverte aujourd'hui vise à aider les jeunes à avoir accès aux entreprises. Compte rendu Oumou Kalsoumli. Difficile accès à l'emploi et à l'insertion professionnelle, des acteurs du secteur viennent au chevet des jeunes. Le directeur général de Orientis Group, Abdul Abbas Diouf, estime qu'il faut au préalable mettre en relation les jeunes avec les entreprises. Ce salon-là nous permet tout simplement de pouvoir maintenant mettre en place un processus de suivi après le salon qui nous permettra de nous assurer de les accompagner jusqu'à l'insertion définitive auprès de ces entreprises-là. Le directeur général d'ajouter, mis à part ce link, le suivi doit être de mise pour les jeunes entrepreneurs et leur faciliter l'accès au financement. On s'est rendu compte que le profil du jeune demandeur d'emploi ne cadre pas directement avec les exigences, en tout cas en termes de profil demandés par les entreprises sur le marché. Parce que tout simplement, toutes les offres d'emploi de ces différents acteurs professionnels-là exigent un minimum d'expérience professionnelle qui élimine d'office vraiment les jeunes demandeurs d'emploi. Ce salon de l'insertion, de l'orientation et de l'entrepreneuriat du cabinet Orientis Group, il constitue selon les acteurs une opportunité pour les étudiants qui vont bénéficier des stages d'une part et de s'ouvrir aux métiers d'avenir d'autre part. RFM Sport. Bonsoir Seydou Nourouba. Bonsoir Barthélémy Ngom. Nous parlons football d'abord, mais cette fois-ci, on va d'abord évoquer ce différend entre Génération Foot. Alors, le match aura bel et bien lieu. Génération Foot va finalement jouer le match contre le Zamalek. Et ce sera le 24 octobre prochain au Caire. Les dirigeants des Grenats, après concertation avec leurs avocats, évoquent un vide juridique qui fait qu'ils ne pourront pas attaquer la décision de la CAF devant le tribunal arbitral du sport. Le chargé de communication de Génération Foot, Talafa, le joint par Youssou Bodian. Écoutez, donc de toute façon, nous, on avait un pool d'avocats qui était avec nous, puis des dirigeants quand même, et des personnes extérieures avec qui on a échangé, de même que le président Augustin Senghor, le président Fayersec, et donc avec tous les juristes avec qui on était. Donc il y avait un vide juridique sur l'article 9 qui ne pouvait pas donner de victoire ni à l'une des deux équipes. Donc à partir de ce moment, il n'était pas judicieux d'aller vraiment au clash et d'aller au TAS, parce que nos avocats nous l'ont même dit et nous ont même conseillé dans ce sens-là. Donc certes, nous on a plutôt gagné une bataille administrative parce que eux ils sont allés constater un forfait et nous on est resté sur notre position en se disant qu'on se référait à une convocation et non à une lettre d'information, parce que le match il a pu être constaté par forfait à Alexandrie, alors que nous on avait refusé d'aller à Alexandrie. Donc pour nous c'est une victoire sur le plan administratif, donc on n'a pas regretté ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et maintenant que si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir rejouer ce match-là, il n'y a pas de raison de vouloir refuser à aller jouer au Caire, d'autant plus que ça a été toujours notre souhait, c'était d'aller au Caire et de jouer ce match. Seydou Nourou, nous parlons à présent des demi-finales du tournoi de l'UFOA. Le Sénégal croise le Mali tout à l'heure. Oui, et c'est pour une place en finale. Hier, lors de la première demi-finale, le Ghana s'est défait de la Côte d'Ivoire. Ce sera donc tout à l'heure à 20h. Nos équipes sont sur place à Thiès. Jeux mondiaux de la plage au Qatar. L'équipe nationale de beach soccer a relié le site de la compétition hier. Alcine Ndiaye,
Porté et capitaine de l'équipe du Sénégal, nous parle de l'ambition de notre équipe. Ses propos sont recueillis par Soulatiam. Alhamdulillah, nous sommes bien arrivés. Le voyage était long. Donc maintenant, on va se concentrer davantage parce que le vendredi, on a un match très important contre le Paraguay. Donc on partage la poule avec le Paraguay, l'Ukraine et l'Iran. Donc une seule équipe va se qualifier, donc toutes les matchs seront des finales. Donc ça veut dire qu'une défaite est interdite dans cette poule. Donc notre objectif ne changera pas, c'est de remporter une médaille pour le Sénégal, Inch'Allah. Les Jeux mondiaux, donc, c'est du 11 au 16 octobre. À l'issue, le Sénégal va participer au mondial de beach soccer FIFA prévu en fin novembre. Merci Seydou Nourouba. Yonutol, c'est maintenant. Bonsoir Mamoudou Amardion. Bonsoir et bienvenue. L'hivernage est une période difficile pour l'activité de pêche à Guet-Ndar. Les pêcheurs sont bien conscients de l'importance des prévisions météorologiques. Les alertes sont d'ailleurs diffusées au niveau des quais de pêche, des grands places et aussi des réseaux sociaux. Toutefois, les pertes économiques sont bien réelles pour les pêcheurs, les vendeuses de poissons, les transformatrices et les marailleurs. Mais certains pêcheurs sont récalcitrants. Mohamed Nabissila. Les activités de pêche sont au ralenti en cette fin d'hivernage à Guet-Ndar, où l'annonce des intempéries marquées par des houles et des vents violents perturbe les activités. Mahoussen est un pêcheur de Guet-Ndar. Les vents forts, la houle constituent des éléments d'insécurité pour les pêcheurs que nous sommes qui gagnent leur vie. Pour les pêcheurs que nous sommes et qui gagnent leur vie à travers les activités de pêche. Aujourd'hui, les poissons se font déjà très rares et c'est très compliqué avec ces intempéries. Nous sommes obligés de tenir compte de la météo. C'est surtout ce qui bloque nos activités. Et maintenant, nous sommes obligés de tenir compte de la météo, même si sans activité, nous ne pouvons pas nourrir notre famille. Toutefois, quelques pêcheurs récalcitrants sont avertis à travers des alertes météo diffusées par le comité local de la pêche artisanale. Il y a des récalcitrants, certes, quand il y a des alertes précoces, il y a des pêcheurs qui partent. On pourrait dire que même c'est 1% ou autre. Mais c'est des récalcitrants. De toutes les façons, le CLPA a toujours pris le devant lorsqu'il a ces alertes-là. Bon, il partage ça dans des audios WhatsApp, dans des groupes d'ensemble de grands groupes de pêcheurs comme les CDLC, les Boko Kalat, et la commission des Saintes tournantes. Même au niveau des stations, on partage ça pour que les pompistes, les gérants des stations puissent partager avec leurs clients pêcheurs. Et Amadou Ali Diallo, coordonnateur du CLPA, d'expliquer que les activités économiques sont fortement entachées par ces intempéries qui mettent les pêcheurs en difficulté. Les houles et ces vents, ça impacte aussi sur l'économie des acteurs de la pêche. Donc impérativement, nous ne pourrons pas ne pas en prendre compte. Les mauvais temps, les vents forts, les houles de 2 mètres à 2 mètres 50 ont toujours impacté sur l'activité de la pêche. Et tout ce qui impacte l'activité de la pêche, femmes transformatrices, il y a les marailleurs, mais y compris l'acteur principal, le pêcheur, il est toujours impacté, parce qu'il ne peut pas partir en mer. A signaler que les houles et les vents violents n'ont fait qu'aggraver la situation économique dans la langue de Barbarie avec ces pêcheurs qui attendent la reprise des activités avec les licences de pêche dans quelques semaines. Après Saint-Louis, Mbour, une autre zone de pêche avec ses acteurs, comment ces pêcheurs gèrent-ils cette période d'hivernage? La réponse avec Abdourahmane Diallo. Ces derniers jours, il y a trop de vent en mer. Le conseil local de pêche artisanale de Mbour estime qu'il donne à temps les alertes météo. Ndiaga Sissé est le coordonnateur départemental. Nous recevons les préavis, ensuite les avis et nous les disséminons à travers des SMS, aussi un système de drapelet qui a été mis en place par le CLPA pour qu'on puisse toucher le maximum d'acteurs pour qu'ils puissent avoir l'information. Malgré ces informations de la météo ou même la réalité, des pêcheurs continuent à aller en mer et leur seule excuse c'est d'être des soutiens de famille ou de dire qu'ils n'ont que la mer pour survivre. Une situation qui pousse le CLPA de Mbour à prévoir des dispositions. Nous sommes en train d'élaborer une proposition d'arrêté pour l'autorité qui est le préfet et en même temps du président du CLPA pour que les dispositions nécessaires soient prises pour essayer de dissuader un peu
les pêcheurs qui ne respectent pas ces alertes-là et même qui sont censés aller en mer quand on dit que la météo annonce des mauvais temps. Mais avant l'effectivité de cette mesure, des pêcheurs continuent à défier les alertes rouges de la météo. Merci à Abdourahmane Diallo, Mohamed Nabissila et Hassan Diouf pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonoutol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. À 18h25, nous sommes en train donc de joindre Souri Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, mais pour le moment son téléphone sonne dans le vide. Nous allons donc rappeler les titres de l'actualité, peut-être que nous l'aurons avant la fin. L'affaire du Boeing 767 d'Ethiopian Airlines qui a connu des défaillances techniques après son décollage de l'AIBD. Le DG de l'IMAC AIBD Souma apporte des précisions sur ce qui s'est réellement passé. Le pilote était même obligé de faire demi-tour pour poser l'appareil. L'incident est survenu hier et Xavier Marie affirme ou informe que les passagers qui étaient à bord vont être réacheminés ce soir à bord d'un autre vol. Le crash évité de justesse en tout cas est loin de connaître son épilogue. Un expert en aviation indique les procédures à suivre pour tirer cette affaire au clair. C'est acquis. Le deuxième avion de la compagnie Air Sénégal, le A330 Neo, sera à Dakar dans quelques jours, peut-être même avant le 15 octobre. Une annonce du patron d'Airbus Afrique et du Moyen-Orient, Michael Ouari, souligne qu'il appartient aux autorités sénégalaise de fixer la date de livraison. Et puis la cacophonie qui s'installe à l'IPRES. Le conseil d'administration vient de désigner Cheikh Gueye comme directeur général par intérim. Il est le secrétaire général de l'IPRES. À 18h27, nous sommes en ligne avec Souri Kaba. Monsieur Kaba, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Dans ce débrief, donc, nous évoquons la question liée au rapatriement des dépouilles des Sénégalais qui décèdent à l'étranger. Le prétexte, c'est l'affaire Cheikh Anta Seck, un jeune de 33 ans tué en France. Sa famille sollicite l'aide des autorités pour le rapatriement du corps. D'abord, est-ce que les autorités, sur cette question bien précise, sur cette dernière question, est-ce que les autorités ont pris des mesures pour rapatrier le corps du jeune Cheikh Anta Seck? Bonsoir Barthélémy, bonsoir à tous vos auditeurs. Je pense que nous avons été effectivement bien saisis par notre consulat général à Bordeaux à la suite de ce meurtre qui a été commis encore sur ce compatriote. Notre consul général qui nous informe effectivement que le présumé meurtrier a été arrêté et que effectivement la famille sollicite le rapatriement de la dépouille à Dakar. Donc la saisine officielle a été faite. Nous y travaillons avec le secrétaire d'État, avec le ministre des Affaires étrangères, pour que des dispositions soient prises à cet effet. C'est parce que nous avons reçu instruction qu'à chaque fois qu'un compatriote perd la vie ou a été assassiné, systématiquement, ça sera aux frais de l'État du Sénégal. D'accord. C'est ce principe-là qui prévaut et donc je pense qu'on prendra les dispositions. Donc là, vous pouvez garantir la famille que la dépouille de Cheikh Anta Seck sera bien acheminée à Dakar. À l'image de tous les cas de meurtre qui sont commis sur des Sénégalais à l'étranger. Pour rapatrier un corps, est-ce qu'il y a des procédures à suivre? Oui, évidemment. Les procédures à suivre sont des procédures habituelles. Parce qu'il faudrait d'abord que l'hôpital puisse nous délivrer ce qu'on appelle un certificat de genre de mort qui prouve de quoi ce dernier est mort, si c'est une mort naturelle ou il a été assassiné ou il y a encore un litige judiciaire. C'est avec ce certificat de genre de mort maintenant qu'une autorisation ou un laissez-passer mortuaire est délivré par le consulat ou par l'ambassade qui permet maintenant de pouvoir lui trouver une place dans un avion selon la disponibilité de l'avion. Ce qui veut dire que donc c'est une toute petite procédure qu'il faut mettre en œuvre. D'accord. Mais est-ce que l'État du Sénégal a alloué des fonds pour cela? Oui, tout à fait. Une forte volonté de la part du président de la République. En 2012, quand il arrivait au pouvoir, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ne disposait que de 40 millions de francs CFA pour assister les compatriotes en détresse, pour assister les Sénégalais
qui étaient dans des situations de devoir être rapatriés au Sénégal. Aujourd'hui, ce fonds est de 540 millions. Ça prouve une certaine volonté politique du président de la République de toujours apporter de l'assistance à nos compatriotes qui sont dans le besoin, ou les familles ou leurs enfants sont dans le besoin, mais qui vivent à l'étranger. On me dira que c'est une enveloppe peu, mais le reste devrait être complété par la logique, la dynamique associative avec des caisses communautaires, à l'instar de nos parents alpulaar en France, qui ne nous sollicitent pas du tout en cas de besoin, parce qu'ils ont déjà des caisses communautaires à travers lesquelles ils cotisent pour se prendre en charge, indépendamment maintenant de ceux qui souscrivent à une police d'assurance. Oui, parce que souvent, des fois on entend les Sénégalais établis à l'étranger dire qu'ils se cotisent pour rapatrier la dépouille d'un compatriote. Ça peut arriver souvent. Et c'est normal que les compatriotes aussi cotisent. Parce que comme je l'ai dit, quand un Américain ou quand un Français quitte sa France natale ou quitte les États-Unis pour arriver au Sénégal, il vient avec une police d'assurance. Quand il décède au Sénégal, c'est systématiquement l'assurance qui le prend en charge. On nous critique pour nous dire, ouais, si c'est des Américains qui sont morts ou des Français qui sont morts au Sénégal, ils sont systématiquement rapatriés par leur pays. Non, ils sont rapatriés par leur service d'assurance. Et donc, s'il se trouve qu'un compatriote qui voyage ne souscrit pas à une police d'assurance, il est en situation de précarité si jamais le malheur arrive. C'est le cas pour les Sénégalais, ils ne souscrivent pas aux assurances, c'est ça? Eh bien, du tout. Nous tous, nous sommes Sénégalais. On considère que souscrire à une police d'assurance, c'est anticiper sur sa mort. On considère que c'est le destin qui frappe, et donc on ne peut pas prévenir la mort. Mais je pense que pour quelqu'un qui voyage, c'est le minimum. Ils ne souscrivent pas du tout à une police d'assurance, ou peu le font. Maintenant, il y a aussi des systèmes de caisses communautaires, comme je l'ai dit. Nos parents alpulaar, nos parents du Bundu, du Guidimacha vers le Bakel et autres, eux, ils ont des caisses communautaires qui leur permettent de se prendre en charge si jamais des cas comme ça se produisent à leur niveau. D'accord.